Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de EPAF et aujourd'hui très heureux de recevoir Eric Revel. Bonjour, merci, Bonjour Nicolas, bonjour à tous. merci d'être là. Alors vous êtes journaliste mais pas que, vous venez nous voir puisque vous sortez un nouvel ouvrage intitulé La fenêtre de tir, la présidentielle 2022 et le grand retour de l'ordre. On voit la couverture à l'image et c'est publié aux éditions Ring. Alors, il y a plusieurs phrases choc dans votre livre et l'une de ces phrases choc, je vais la citer. Vous dites la présidentielle de 2022 est la dernière fenêtre de tir démocratique pour agir et éviter le naufrage de la France. Alors donc pour vous, première question, pour qui faut-il voter pour éviter le naufrage du pays? Alors écoutez, moi je suis pas un homme politique, donc je vais pas vous dire du tout pour qui il faut voter. Ça c'est chacun qui prendra ses responsabilités. Ce que je veux surtout dire dans ce livre, c'est que vous avez un certain nombre de phénomènes qui se produisent dans le pays en ce moment. Montée de l'insécurité sociale, des violences, montée de l'insécurité, montée de beaucoup de questionnements autour de la laïcité, et que tout ça, regroupé, fait que cette élection présidentielle, elle constitue, à mon avis, un moment démocratique très très fort, parce qu'il faudra que le pays, qui est un peu sur une ligne de crête en ce moment, entre ceux qui n'aiment pas son histoire, son roman national, et ceux qui imaginent une autre histoire, vous savez ce qu'on appelle la cancel culture, ben, il faudra que le pays trouve une voie précise, parce que sinon, il glissera sans doute du mauvais côté. Et l'une des raisons pour lesquelles il faut que tout ça se produise, c'est que vous voyez bien que la France est dans une situation extrêmement fragile. Elle se communautarise. Euh, Économiquement, elle est en difficulté, même si évidemment aujourd'hui il y a un rebond de la croissance. Et au-dessus de tout cela, pour que on puisse retrouver un chemin à la fois de paix, de croissance et, comme on le dit, faire société, ben, il faut que l'autorité fasse son grand retour. Alors justement, vous parlez de cancel culture qui est plutôt un mouvement situé à gauche, voire extrême gauche. Donc pour éviter le naufrage du pays, si je comprends bien, il faudrait plus voter à droite en 2022. Ben, écoutez, en tout cas, encore une fois, vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire, quand vous regardez les candidats qui sont déclarés, là pour l'instant, hein, au jour où on se parle, vous vous rendez compte qu'il y a certains thèmes qui sont un peu transcourants en réalité. Je vais vous prendre un exemple. Dans mon livre, Fenêtre de tir aux éditions Ring, je dis par exemple, il faut restaurer de nouveau un service militaire digne de ce nom. Pourquoi je dis ça? Alors on va me dire, oh mais ça coûte extrêmement cher. Oui, ça coûte extrêmement cher, seulement ce qui coûte extrêmement cher au pays aujourd'hui, c'est toutes ces difficultés qu'on rencontre dans les banlieues, où les gens ne se côtoient plus, où il n'y a plus de mixité sociale. C'était l'un des moments forts du service militaire. Ben, si on additionne combien ça coûte, tout ce qui se passe aujourd'hui suite à l'abandon de ce service militaire, vous verrez que ça coûte extrêmement cher. Et en réalité, ben, quand vous regardez le programme de certains candidats, vous apercevez que, je vais le citer lui, bien que voilà, je refermerai la parenthèse derrière, mais Arnaud Montebourg, par exemple, Ouais. il propose la restauration du service militaire. Bon, donc vous voyez que des gens comme Arnaud Montebourg ou comme Manuel Valls, par exemple, qui a écrit une tribune dans le Figaro où il dit à propos d'immigration, il faut arrêter immédiatement le regroupement familial. Vous voyez bien que ces thèmes que j'aborde, et le livre a été conçu avant Oui. le phénomène Zemmour, que j'aborde dans ce livre, eh bien, ce sont des thèmes aujourd'hui qui, comme par hasard, et tant mieux si ça peut être le début de quelque chose, rassemblent une partie non négligeable de la classe politique, celle qu'on disait de droite, et dont c'était les thèmes favoris, vous avez raison, et une qui était un peu à la droite de la gauche, si j'ose dire. Hein. Mais enfin, Montebourg et Valls, ils ont été Oui. ministres ou premiers ministres socialistes. Et aujourd'hui, je pense que cette prise de conscience de la fragilité du pays est telle qu'aujourd'hui, on a un espèce de début de rassemblement de la classe politique autour de ces idées qui, avant, n'étaient pas abordées. C'était des sujets tabous. On n'abordait pas la question de la sécurité, la question de l'immigration, la question de la défense de la laïcité, parce que sinon, on était taxé de tous les maux. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai une formule qui, me semble-t-il, résume bien la situation, c'est que pendant des années, l'intelligentsia de gauche
a planté ses banderilles dans le débat politique. L'intelligentsia de gauche est celle qui incarnait le débat il y a 20 ans, 30 ans. C'est elle qui mettait sur la table les sujets du débat national. Et ceux qui contestaient ces sujets, qui étaient à droite, ceux qui réagissaient à ces sujets, on les traitait de réactionnaires. Eh bien aujourd'hui, et c'est un mouvement intéressant, aujourd'hui, il me semble que les thèmes qui sont sur la table, bons ou mauvais, mais ceux qui alimentent le débat aujourd'hui sont des thèmes de droite traditionnelle. Et que les gens qui sont en réaction à ces thèmes, ce sont les gens de gauche, et donc les gens de gauche sont devenus les néo-réactionnaires. Ils sont en réaction à des thèmes qui sont proposés dans le débat. Et ça, c'est fondamental, parce que ça montre que le pays a bougé. Et dans les sondages, on le voit bien aujourd'hui, même si la bulle sondagière peut exploser en vol, mais dans les sondages, si vous faites la somme de tout ce que représente la droite par rapport à la gauche, eh ben, comme disent les plus jeunes, il y a plus photo. Le pays semble, en tout cas dans les sondages actuels, à une majorité assez écrasante, avoir basculé à droite. Et en parlant de ça, Libération a écrit un papier sur votre maison d'édition et ils ont parlé de votre livre. Oui, en disant que je faisais mon coming out réactionnaire. Voilà, et ils ont comparé votre ouvrage à un coming out réactionnaire. C'est-à-dire que, vous voyez comment ce mot réactionnaire est devenu une sorte d'insulte. Bon, Libération, vous savez, c'est Libération. Déjà, ils me font beaucoup d'honneur de parler de mon livre. En bien ou en mal, ce qui compte, c'est d'en parler. Mais surtout, je vais vous dire, être traité de réactionnaire par un journaliste de Libération, c'est presque une nouvelle médaille que j'accroche au revers de mon veston. Vous voyez, voilà, j'ai le cuir assez épais. D'ailleurs, vous noterez qu'il n'y a pas grand-chose de dit sur le fond du livre. En fait, voilà, on vous lance à la figure des dénominations, etc. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous savez, moi, j'ai fait ma carrière de journaliste. On n'a jamais dit Revel, c'est un journaliste extrême. Non, pas du tout. Moi, ce que je constate aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que le livre fonctionne bien, et c'est peut-être pour ça que j'ai un bon accueil, parce qu'en fait, j'ai jamais été dans une catégorie ou une autre. Voilà, je suis plutôt un journaliste libéral de droite, mais ce que j'écris dans le livre, ça m'a sauté aux yeux, parce que le pays est en grande difficulté. Vous savez, je donne des témoignages dans le livre sans les citer, parce que ce sont des personnages qui occupent, disons, des hautes responsabilités dans les hiérarchies des services en France. Leur grande crainte aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'un élément déclencheur qui puisse paraître anodin mette un peu le feu aux poudres. C'est ça que les services de l'ordre au sens large en France, ou les services qui travaillent plus infiltrés dans le pays craignent, c'est-à-dire qu'on ait un effet déclencheur et que tout à coup on s'aperçoive que cette bulle est en train d'exploser et mettre comme je le disais, le feu aux poudres. C'est ça qui inquiète beaucoup les gens. Donc cette inquiétude-là, j'ai essayé de la traduire dans le livre avec des exemples précis. Mais personne ne pourra contester qu'il y a une explosion, par exemple, de la violence et de la sécurité dans le pays. Personne ne pourra le contester. Il y a pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours plusieurs agressions, incivilités ou même des morts dans certaines villes où on règle ses comptes à la Kalachnikov. Donc, si vous voulez, le pays est sous tension. Il est sous tension sociale, il est sous tension économique, il est sous tension sécuritaire. Et tout ça, ça donne un cocktail quand même extrêmement inquiétant. Voilà. Et je ne suis pas... Et justement, dans votre livre, donc il y a ces constats-là, et il y a aussi quelques éléments de réponse à des problématiques républicaines. Est-ce que l'idée de faire de la politique vous a déjà traversé l'esprit, ou le rôle de journaliste vous convient bien? Alors, votre question est marrante, parce que disons que, bon, moi je suis journaliste et j'ai passé toute ma vie professionnelle depuis 40 ans journaliste. Dans les médias. Oui. Mais votre question est intéressante, parce que certains qui sont des hommes ou des femmes politiques m'ont posé cette question. Voilà. Mais l'engagement politique, c'est encore autre chose. Vous voyez, moi, modestement, je reste à ma place, mais... donc vous ne fermez pas complètement la porte. Cette question m'a déjà été posée par des hommes et des femmes politiques. C'est vrai, vous avez beaucoup de rapports avec les médias, vous êtes passé aussi bien de la radio à la télévision qu'à la presse écrite. Et si on peut faire un lien avec la politique, est-ce que les médias, donc c'est un autre sujet, mais est-ce que les médias ont un pouvoir dans l'élection d'un candidat? Alors, un pouvoir, je dirais pas un pouvoir. Vous savez, il y a ce fantasme sans doute qui existe d'imaginer
qu'un média puisse faire élire, aussi puissant soit-il, un président de la République. Mais vous avez des exemples multiples qui vous ont démontré Ouais. exactement le contraire. Vous êtes peut-être un petit peu jeune, mon cher Nicolas, mais je me souviens, moi, je commençais dans la carrière et on disait qu'une grande chaîne de télévision soutenait un candidat qui s'appelait Édouard Balladur face à un Euh, autre grand candidat, mais par la taille, qui s'appelait Jacques Vague. Chirac. Bon, alors je sais pas si... Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'Édouard Balladur n'a pas été élu. Donc, si vous voulez, le fantasme qui consiste à dire les médias font l'élection, non, Non. c'est quand même le peuple qui vote. D'ailleurs, ce qui va être intéressant de regarder dans cette élection, et ça je vous engage, au-delà des chiffres publiés régulièrement dans les sondages sur les codes des intentions de vote pour les uns et les autres, c'est de regarder le niveau de l'abstention. Et il me semble qu'il se passe quelque chose du côté de l'abstention. Alors vous avez connu plein de maisons dans les médias, y compris à la direction, notamment LCI ou encore France Bleu. Où est-ce que vous étiez le plus épanoui? Votre meilleur souvenir? Écoutez, oui, non, je suis passé du métier de journaliste, en fait, hein, au métier de dirigeant de médias. J'ai aussi dirigé sur la Côte d'Azur une grande chaîne Azure régionale TV? qui s'appelait, parce qu'elle a été rachetée par BFM Azure TV, voilà. Euh, je pense que là où je pouvais aller le plus vite en termes de contenu, c'était LCI. Je suis resté 7 années directeur général d'LCI. Mm. J'ai aussi appris sur le terrain la qualité des engagements professionnels du réseau de France Bleu. Hein, France Bleu, c'est 44 locales en Antenne France. Hein, locale. Ouais. c'est considérable comme maillage et comme lien social et comme info de proximité. Azure TV, c'est encore autre chose. C'est une chaîne de télé qui allait de Menton à Marseille. Et puis, vous avez oublié une expérience qui m'a beaucoup plu. Et c'est peut-être celle-là qui a été pour moi la plus forte parce que j'étais plus jeune et on avait la folie de créer des médias. C'est au moment de la création des radios FM, vous voyez, Ouais. ça remonte dans les années 90. 90. Nous avons créé avec Pierre Alberti, qui est un niçois, avec Frédéric Coste, Albert Cohen et d'autres, nous avons créé une petite radio qui s'appelle Nostalgie. Vous voyez, qui a commencé dans une cité HLM en région parisienne, cité des Indes à Sartrouville, Mhm. euh, qui bon, s'est développé considérablement parce qu'il y a même eu un réseau Nostalgie à l'étranger. Et tout ça a commencé comment, mon cher Nicolas? Avant ces radios FM, avant ces grands réseaux FM, il y avait des petites radios libres, des toutes Ouais, petites radios libres. Et moi, j'étais bénévole pour une radio d'accord. libre dans les Yvelines qui s'appelait Radio Clémentine. Bon, ça vous dira Ok, rien. non. Et Radio Clémentine est devenue Nostalgie à Paris. Voilà. D'accord. Et cette expérience-là C'est votre a meilleur été souvenir. extraordinaire Mm. parce que, en fait, vous faisiez à la fois du micro, vous mettiez quasiment les 33 tours, ça fait un peu vieux maintenant, Mm. hein. C'était même pas des CD, c'était des 33 tours pour les pauses musicales. Vous étiez bénévole et tout ça fonctionnait à l'énergie, à la conviction, à l'envie de faire des médias. Et Mm. cette explosion des radios libres dans les années 90, bon, au-delà de ce qu'on peut dire sur les libertés d'expression, ça a été un formidable, pour beaucoup, hein, pour beaucoup, ça a été un formidable tremplin Mm. professionnel. Ça Parce a que, créé en plein fait, vous voyez, d'opportunités. c'est un peu comme la politique. Pour être un grand homme, une grande femme politique, il faut aussi être servi par les circonstances un peu historiques. Eh bien, dans le domaine qui est le nôtre, mon cher Nicolas, pour les médias, le secteur des médias a connu une espèce d'engouement, d'apogée au moment de l'explosion des radios libres. Et cette période-là, Elle elle vous a m'a marqué. motivé pour Mm. la suite et elle m'a permis Et de prendre mon vol. on a parlé de LCI, donc du groupe TF1. Un petit mot quand même sur Étienne Moujotte qui nous a quittés récemment. Vous le connaissiez bien quand vous étiez directeur général de LCI. Il était en poste dans le groupe TF1. Vous étiez à ses obsèques, il me semble. Que retenez-vous de cet homme? Alors, vous avez raison, mon parcours doit beaucoup à Étienne Moujotte. Effectivement, j'étais à ses obsèques dans le 7e arrondissement à l'église Saint-François-Xavier. Euh, Étienne Moujotte, c'était d'abord quelqu'un qui avait une capacité exceptionnelle de sentir les faits de société qui allaient traverser la nation française Mhm. et d'en faire en fait des concepts de télévision qui marcheraient ou pas. Étienne, il adorait l'opéra, mais l'opéra sur une très grande chaîne publique comme TF1, ça a moins sa place que sur une chaîne du Ouais. service public, par exemple. C'est faire offense à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous a légué Étienne Moujotte, c'est qu'il faut toujours faire le média
que ceux qui vous écoutent, qui vous regardent, qui vous lisent, ont envie de voir, d'écouter et de lire. Et non pas le média que vous auriez envie de voir, d'écouter ou de lire. C'est une grande différence. Étienne Moujotte, j'ai eu beaucoup de relations avec lui professionnelles. Parce que si vous vous souvenez, nous avons fait ensemble pendant des années le grand jury RTL, LCI Le Figaro, à l'époque où il dirigeait Le Figaro et que je dirigeais LCI. C'était une émission qui se faisait à RTL rue Bayard, à l'époque où RTL était encore rue Bayard. Donc j'ai connu, j'allais dire, comme confrère Étienne, mais aussi j'ai connu comme patron. Et la dernière expérience que j'ai eue avec Étienne, elle est très récente, puisque c'est lui qui m'avait appelé pour diriger Azur TV et pour que je rencontre la personne qui venait de racheter Azur TV, qui est Iskandar Safa. Donc c'est Étienne en fait qui m'a mis en contact et c'est comme ça que j'ai vécu ma dernière, au sens la dernière en date, ma dernière expérience professionnelle. Voilà. Et jusqu'au bout, il aura eu cette passion pour les médias. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, il a publié un très joli livre sur ses souvenirs que je vous conseille de lire. Voilà, qui s'appelle Pouvoir. En septembre 2018, autre expérience télévisuelle, vous intégrez Balance ton poste sur C8. Comment s'est passée cette arrivée et cette rencontre avec Cyril Hanouna? Je crois que ça s'est fait un peu au dernier moment. Oui, alors, il y a deux émissions que j'ai modestement démarré, l'une avec Cyril Hanouna, l'autre avec Éric Zemmour, puisque... Face à l'info sur CNews. Et oui, je suis aussi dans le casting de départ de Face à l'info, avec Christine Kelly, Éric de Ritmaten, Marc Menant et Éric Zemmour. Voilà, donc je démarre cette émission qui marche très bien dès le début. Hein, mais moi, j'arrête l'émission parce que je pars dans le sud justement pour diriger Azur TV. La rencontre avec Cyril Hanouna, que je ne connaissais pas du tout, s'est faite par l'intermédiaire de quelqu'un que j'avais connu à TF1, qui était quelqu'un de contenu, et qui m'a dit, voilà, il veut créer une émission de débat, vois-le et vois si ça t'intéresse. Bon, alors je suis rentré dans cette émission, avec parfois des thèmes qui m'intéressaient, parfois des thèmes qui m'intéressaient moins, mais surtout, il y a quelque chose que j'ai appris grâce à cette émission, c'est que, vous vous souvenez, au début du mouvement des Gilets jaunes, finalement, il y a très peu de gens qui reçoivent des Gilets jaunes. Et Cyril Hanouna a senti que ce mouvement populaire, d'autres diront populiste, qui commençait à prendre racine sur le terrain, allait être un mouvement de fond. Voilà, et c'est comme ça, en fait, que l'émission a connu aussi un vrai succès à ce moment-là, parce que elle a été le reflet, avec des chroniqueurs complètement différents, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, elle a été le reflet de ce qui se passait en France et de ce qui était en train d'émerger en France. Et Cyril Hanouna a été l'un des premiers, ou peut-être le premier, à donner la parole à des gens qui ne l'avaient jamais sur les plateaux. C'était finalement la France périphérique d'Éric Guilly, le géographe. C'était finalement cette France archipélisée, pour reprendre le terme d'un autre livre. Cette France-là n'avait pas accès aux médias et tout d'un coup, elle est arrivée en force et, conséquence ou cause, en tout cas, elle s'est imposée dans le débat public. À la fois, ce mouvement s'est imposé et l'émission, puisque BTP au début battait également des records d'audience. Dernière question avant la télé de l'invité, très vite. D'ailleurs, Cyril Hanouna a écrit un livre politique. Avec Christophe Barbier. Voilà, exactement. Il prépare une nouvelle émission politique, même sur C8, qui va s'appeler déjà À vous de voter. Est-ce que vous pensez qu'il peut peser sur la campagne? Et qu'est-ce que vous pensez de son engagement? Alors, je ne sais pas si c'est un engagement. J'ai vu surtout que, bon, voilà, il voulait pas faire de politique en réalité. Il veut éclairer le débat. Se présenter, c'est encore autre chose. Peser sur le débat politique. Vous voyez, je vous parlais de l'abstention tout à l'heure, et je vous disais que l'abstention, elle est déterminante. Bon, d'une certaine manière, Cyril peut-être, je ne sais pas, avoir un impact sur ceux qui s'abstiennent aujourd'hui. En parlant aux jeunes notamment. Voilà, vous savez, on a une démocratie aussi qui est fragile. Je vous l'écrivais tout à l'heure, une société qui est quand même fragilisée, communautarisée. On a aussi une société démocratique française qui est quand même très fragile. Donc, si un maximum de gens et de jeunes
pouvaient s'intéresser de nouveau à la chose politique, quels que soient ceux qui les engagent à s'intéresser à la chose politique, ce serait quand même une très bonne nouvelle, vous voyez. Donc, il n'y a pas que Cyril Hanouna, il y a d'autres animateurs, d'autres personnalités qui montent au créneau pour parler politique. Mais si tout ça peut permettre à cette élection de 2022 d'être une vraie fenêtre de tir, vous voyez, démocratique, c'est le titre de mon livre. Dernière séquence de la télé de l'invité, très vite. Plutôt Cyril Hanouna ou Jean-Marc Morandini, parce que vous officiez toujours sur CNews. Les deux, mon capitaine, c'est deux très grands professionnels et je suis toujours aussi content dans des registres différents de commenter l'actu pour les uns ou pour les autres. Et c'est un honneur pour moi d'être invité à la fois par Jean-Marc et par Cyril. Votre chroniqueur de Balance ton poste préféré? Mon chroniqueur de Balance ton poste préféré, chroniqueur, pas chroniqueuse, donc chroniqueur. Si. Ou chroniqueuse. Vous avez le choix. Vous pouvez en citer 2 ou 3 hein, si vous voulez. Ouais. J'aime beaucoup Laporte, notre ami Laporte, je vais vous dire, parce que en réalité, bon, même s'il a été ministre des Sports de Sarko, c'est un type qui est un peu tout terrain et dont la parole est pas, si vous voulez, alourdi par un positionnement politique. Donc souvent, il est extrêmement sincère, il dit vraiment, les autres aussi, mais il dit vraiment ce qu'il pense et il donne jamais l'impression, et pour cause, qu'il fait de la politique. Alors parfois, d'autres chroniqueurs, bon, j'irai pas sur ce terrain-là, vous voyez, mais chacun défend ce qu'il a envie de défendre. Hein. Et à contrario, celui avec qui vous vous entendiez un peu moins? Bon, il y a ce qu'on se balançait dans l'émission et ensuite ce qu'on se disait. Bon, moi, je vais rajouter un petit plus aussi pour Eric Nolot, que je trouve souvent très pugnace, qui est le roi de la punchline, qui se démonte jamais, etc. Moi, je suis pas un type qui s'est fait forcément faire de la punchline. Vous savez, je suis un type, c'est un peu diesel. Il me faut un peu plus de temps pour exprimer des points de vue. Bon, c'est pas le concept de l'émission. Il faut pam, 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 vous voyez. Bon, Karim, voilà, Karim Zeribi, parfois j'étais un peu, mais ça faisait partie aussi du jeu, si vous voulez. C'est qu'il était là précisément pour sans doute enflammer les autres. Bon, de ce point de vue-là, il a beaucoup de talent parce que souvent il m'enflammait en m'énervant un peu. Oui. On s'en rappelle. Plutôt LCI ou CNews? Alors, il y a 2 points de vue. Plutôt en tant que téléspectateur, vous regardez plus quelle chaîne, et en tant que salarié, si j'ose dire. Je pense qu'LCI a loupé un peu des virages éditoriaux. Je ne sais pas si vous regardez un peu les audiences, mais c'est vrai que LCI est un peu en difficulté, parfois dominé même par France Info TV le matin, donc c'est un vrai sujet. Maintenant, LCI, c'est aussi toute la puissance du groupe TF1. CNews occupe un espace, évidemment, que personne n'occupait jusqu'à présent. Vous savez, ce qu'il faut se demander quand vous lisez un journal, quand vous écoutez une radio ou quand vous regardez une télévision d'info, c'est quelle est la promesse éditoriale? Pourquoi est-ce que vous venez pour lire Libération ou l'Humanité? Ben, c'est parce que vous êtes de gauche. Pourquoi est-ce que vous écoutez Inter ou Info? C'est parce que vous êtes de gauche et plutôt dans la culture. Pourquoi est-ce que vous regardez CNews? Ben parce que vous êtes plutôt de droite. Et CNews est devenu sur un positionnement clairement identifié. Bon. BFM, pourquoi vous regardez BFM? Mais parce que vous dites, s'il se passe n'importe quoi dans le monde, il y aura un breaking news et je vais avoir des images de ce qui se passe. C'est ça la promesse éditoriale. Aujourd'hui, il me semble, mais je ne fais de procès à personne, il me semble aujourd'hui, LCI, on ne sait pas trop pourquoi on irait regarder LCI. Voilà. Est-ce que c'est du hard news? Est-ce que c'est du décryptage de l'analyse? Est-ce que c'est un positionnement plus qu'un autre? Voilà. Et quand vous n'avez pas de promesse éditoriale clairement identifiée, alors vous êtes en difficulté en termes d'audience. On peut être de gauche et regarder quand même CNews. Oui, bien sûr. Ben, c'est même recommandé. C'est-à-dire que pour te faire solide, il faut être capable d'avoir des points de vue relayés par des médias qui sont différents. Voilà, moi, il m'arrive évidemment de lire des journaux auxquels vous ne penseriez pas que je suis abonné, ou d'écouter des radios, ou de regarder une télévision qui a priori m'intéresse pas, parce que je veux essayer de me tenir au courant un peu de tout. Et pour te faire un avis global, il faut regarder tout et lire tout.
Bon bah voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre publié aux éditions Ring, La fenêtre de tir, la présidentielle D'ailleurs, 2022. ça tire derrière Et vous. ouais, il y a les travaux, je suis désolé. La fenêtre de tir, la présidentielle 2022, le grand retour de l'ordre, c'est publié aux éditions Ring, je le rappelle, et bon courage pour la promotion de votre livre. En tout cas, ça commence fort. Bravo. Oui, merci beaucoup. Et puis, Et à à bientôt. très Merci. bientôt dans EPAF.